Salut à toi, et dans ton cours en bref d'aujourd'hui, je vais te parler des polynômes et trinômes du second degré. Les polynômes font partie des fonctions essentielles qui vont t'accompagner pendant tout le lycée, sans que tu en sois toujours conscient. Et oui, déjà en seconde, tu étais capable d'en résoudre avant même de connaître leur nom, puisque tu les rencontrais souvent dissimulés sous la forme d'identités remarquables. Alors on va être clair, le polynôme du second degré est la fonction sur laquelle tu vas probablement passer le plus de temps et elle risque de t'accompagner pendant un bon moment. Donc, pas d'impasse sur celle-là. Ce qui est intéressant avec cette fonction, c'est qu'on sera capable de déterminer à peu près tout de ses petites propriétés avec quelques identifications directes ou quelques calculs basiques. Et tout cela en fonction de la forme que tu vas manipuler. Mathématiquement, notre polynôme de base va ressembler à ça. f de x égale ax carré plus bx plus c, où a, b et c seront les paramètres du polynôme. Oui, encore a, b, c, je sais, c'est pas dingue en termes de créativité. Première chose, c'est que tu ne pourras pas considérer ta fonction comme étant un polynôme du second degré si ton a est égal à 0, puisque le x carré disparaîtrait et tu te retrouverais avec une fonction du premier degré, comme les équations de droite. En revanche, si ton b ou ton c est égal à 0, pas de problème, on ne l'appellera juste plus trinôme, qui veut dire 3 morceaux, mais polynôme ou fonction du second degré. Rassure-toi, si tu venais à trouver ce genre de polynôme, tout ce qu'on va voir ici sera tout à fait applicable. Et parce que j'aime toujours commencer avec un aspect visuel, un polynôme second degré, ça ressemble à ça. Ou à ça. En plus d'avoir une forme assez similaire, qu'on appelle parabole, elles ont la particularité d'avoir un axe de symétrie en plein milieu, ce qui rend leur étude assez simple. Alors comme toute bonne étude de fonction qui se respecte, on va s'attarder sur 3 points principaux, à savoir son ensemble de définitions, sa croissance et son signe. Ce n'est pas l'ordre que je conseillerais tout le temps, mais là j'ai choisi la facilité. Concernant son ensemble de définitions, le polynôme du second degré ne fait pas la fine bouche. Ce sera grand R, l'ensemble des réels. Alors, dans la pratique, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire que tu pourras remplacer ton x par n'importe quelle valeur comprise entre moins l'infini et plus l'infini et obtenir une image. Pour ce qui est de la croissance, là aussi, on a de la chance puisque tu ne pourras te retrouver que face à 2 cas. Celui-ci, où notre fonction est décroissante puis croissante, que j'aime bien appeler vallée, et celui-là, où elle est cette fois croissante puis décroissante, que je vais appeler colline. Alors certains préfèrent y voir un smiley content et un smiley pas content. Content, pas content. Content, pas content. Contrairement à beaucoup d'autres fonctions, la croissance du polynôme est vraiment très simple à déterminer. Et pour ce faire, il nous faudra identifier le paramètre a. Je reviens donc à ma forme de départ. f de x égale ax carré plus bx plus c. Je vais récupérer la valeur devant le x carré. Et j'ai dit juste la valeur, pas le x carré avec. Par exemple, dans ce cas, f de x égale moins 2x carré moins 3x moins 1, a est égal à moins 2. Et en fait, c'est le signe de la valeur de a qui va m'intéresser. Si 1 est positif, j'aurai affaire à une vallée. Si a est négatif, à une colline. Et donc, tu vas voir que dans ce cours, l'identification des paramètres va être super importante. Tout à l'heure, on a identifié le paramètre a, mais on va aussi avoir besoin des autres. Je te conseille donc de commencer directement par les identifier quand tu vas commencer ton étude. f de x égale moins 2x carré moins 3x moins 1, on aura donc a égale moins 2, b égale moins 3, et c égale moins 1. C'est grâce à eux qu'on va être capable de calculer plein de choses. Et ça tombe bien, car dans notre étude de croissance, il nous manque encore une petite information. C'est les coordonnées du sommet. Le sommet, c'est le point que tu vas retrouver ici, où il est le minimum de la fonction, et là, où il sera le maximum de celle-ci. Sauf si c'est précisé par ton exercice, privilégie toujours la méthode par le calcul. Et rien ne t'empêchera de valider la cohérence de ton résultat avec la valeur que tu pourras lire sur ton graphique. Les coordonnées de son sommet vont s'écrire sous la forme S, alpha, bêta, où alpha est l'abscisse de notre sommet et bêta son ordonnée. Il est tout à fait possible d'obtenir ces coordonnées par le calcul en posant alpha égale moins b sur 2a et bêta égale f de alpha. Pour calculer bêta, il me suffira simplement de remplacer dans ma fonction x par la valeur de alpha obtenue plus tôt.
Une fois que tu auras la croissance et le coordonné de ton sommet, tu pourras compiler toutes ces informations dans un beau tableau de variation. Ce tableau représente une version simplifiée du visuel de ta fonction. Tu auras donc encore deux possibilités qui seront fonction du signe de A. Notre colline de tout à l'heure et la vallée. Pour bien comprendre, je te propose de s'entraîner avec notre exemple de tout à l'heure, f de x égale moins 2x carré moins 3x moins 1. Si je veux déterminer le sommet de ce polynôme, je vais m'aider des expressions que je viens de te présenter. On rappelle, alpha égale moins b sur 2a, je remplace les valeurs de a et b par mes paramètres identifiés pour obtenir alpha égale moins 3 quarts. Pour déterminer bêta, je remplace x par la valeur de alpha dans ma fonction en calculant f de moins 3 quarts. Je vais obtenir alors 1/8. On récupère toutes ces informations que l'on va compiler dans notre tableau pour obtenir une fonction qui sera croissante en moins l'infini à moins 3 quarts et décroissante de moins 3 quarts à plus l'infini. Ici, notre sommet est le point qui montre le changement de variation. Pour boucler mon étude, il me reste donc à rechercher le signe de ma fonction. Je m'intéresse donc à la partie de ma courbe qui sera au-dessus et en dessous de l'axe des abscisses. Sur la courbe de mon exemple, il est très facile de voir quand ma fonction est positive et quand elle est négative. Il suffit juste de suivre avec le doigt de gauche à droite. Ce que je remarque surtout, c'est qu'elle va changer de signe après avoir coupé l'axe des abscisses. Il serait donc assez utile pour notre étude de connaître ces valeurs-là. On est bien d'accord, utiliser uniquement le graphique n'est pas suffisant. On va alors manipuler un nouvel outil, le discriminant. Ce discriminant, noté delta, a pour expression delta est égal à b carré moins 4ac. Pour le calculer, rien de plus simple, je reprends ma fonction et mes paramètres de tout à l'heure, avec a égale moins 2, b égale moins 3 et c égale moins 1. On obtient en remplaçant a, b et c par nos paramètres, delta est égal à 1. Ce que je ne t'ai pas dit, c'est que le discriminant ne nous permet pas de retrouver directement les valeurs qui nous intéressent. Oups. Par contre, grâce à lui, on sera en mesure de savoir combien de valeurs nous allons devoir chercher. En effet, notre courbe ne coupera pas toujours l'axe des abscisses de la même manière. Regarde ces exemples. Pour le premier, qui est assez proche de mon premier exemple, je vois tout de suite que la courbe a 2 points d'intersection avec l'axe des abscisses. Pour la suivante, elle n'en a aucun, et la dernière, on peut en apercevoir un seul. Eh bien, ces points d'intersection sont appelés les racines du polynôme, ou solutions de l'équation du second degré. Et le discriminant que l'on vient de calculer nous permet de prédire exactement combien de racines mon polynôme aura. En effet, quand mon discriminant sera positif, delta supérieur à 0, mon polynôme aura 2 racines distinctes. Lorsqu'il sera négatif, delta inférieur à 0, il n'en aura aucune dans l'ensemble des réels grand R. Et enfin, lorsqu'il sera égal à 0, il aura une seule solution. Si tu te souviens de mon discriminant de tout à l'heure, qui était égal à 1, il était donc positif. Ce qui signifie qu'il avait 2 racines, ce que je peux vérifier assez facilement avec ma courbe. On voit bien qu'il y a 2 points d'intersection avec l'axe des abscisses. Bon, c'est bien gentil ça, mais moi je voudrais avoir vraiment ces racines. Bah ok, il suffit juste de demander. Hormis le cas où le polynôme n'a pas de racine, les calculs seront les suivants. X égale moins b plus ou moins racine de delta sur 2a. Ok, à première vue, ça a l'air assez monstrueux, mais je te rassure, les étudiants ont rarement du mal avec celle-ci. Ce n'est pas impossible que tu l'aies vu un peu différemment en cours, mais avant de crier au bûcher, je vais te montrer pourquoi retenir cette forme nous évitera bien des soucis. Dans le cas où notre delta est égal à 0, l'expression se simplifie pour donner x0 égale moins b sur 2a. Comme tu as pu le remarquer, j'ai mis un petit 0 en indice pour me rappeler que c'était la solution quand mon delta était égal à 0. Il n'y a donc ici qu'une seule racine. Lorsque notre delta est positif, nous obtenons 2 racines que je numéroterai x1 égale moins b plus racine de delta sur 2a,
et x2 égale moins b moins racine de delta sur 2a. L'unique différence ici, c'est qu'entre ces deux racines, j'ai remplacé le plus dans la première par un moins dans la seconde. Si je reviens à mon exemple précédent pour lequel on avait obtenu un delta positif, delta égale 1, avec mes paramètres a égale moins 2, b égale moins 3, c égale moins 1. On va pouvoir calculer ces deux racines en remplaçant par les valeurs de nos paramètres. On obtient x1 égale moins 1, et je fais de même pour la seconde racine et obtenir x2 égale moins 1 demi. Il ne me reste plus qu'à tout compiler dans un tableau de signes et mon étude sera terminée. J'étudie ma fonction sur l'ensemble moins l'infini plus l'infini. Tu te souviens, c'est mon ensemble de définitions vu au tout début. Il me reste à placer mes racines sur la première ligne dans l'ordre croissant. Mes racines annulent mon polynôme. Je place donc un 0 en dessous de chacune d'entre elles. Maintenant, l'étape la plus importante est de savoir quel signe à mettre dans quelle case. Je vais me rappeler la forme de ma courbe. Je vois que ma fonction est négative à l'extérieur des racines et positive à l'intérieur des racines. Si tu n'es pas encore super à l'aise avec le tableau de signes, je t'ai laissé un tuto en description où je t'explique tout ça en détail. On va pouvoir s'attaquer à la dernière partie, les formes du polynôme. Et oui, ce ne sera pas toujours une évidence que tu auras affaire à un polynôme du second degré, surtout si le x carré n'est pas directement visible. Même si tu pourras toujours te débrouiller pour la remettre sous la forme dont on a parlé au début, il faudra déjà être capable de l'identifier. C'est pour ça que je vais te montrer 3 formes différentes qui te permettront d'identifier ton polynôme et te donneront chacune un tas d'informations intéressantes. La première, tu la connais déjà, c'est la forme développée f de x égale ax carré plus bx plus c. C'est celle qu'on a utilisée pendant toute la vidéo. Elle a comme particularité de pouvoir nous donner les paramètres du polynôme et la croissance en fonction du signe de a. La seconde forme, c'est la forme canonique. f de x égale a facteur de x moins alpha le tout au carré plus bêta. Un peu moins utilisée celle-ci, elle a tout de même pour avantage de nous donner directement les coordonnées du sommet du polynôme, puisque comme tu peux le voir, on y retrouve alpha et bêta. Comme la première forme, la forme canonique nous permet également de déterminer la croissance en fonction du signe de a. Enfin, la troisième forme appelée la forme factorisée. f de x égale a facteur de x moins x1 fois x moins x2. Cette forme nous donnera directement accès aux racines du polynôme puisqu'on y retrouve x1 et x2, mais aussi la croissance grâce au signe de a. Si je résume un petit peu tout ça, travailler avec la forme canonique nous permettra de nous faciliter la vie pour construire le tableau de variation, alors que la forme factorisée nous permettra quant à elle d'obtenir directement le tableau de signes. Voici ce qui conclut ton cours en bref sur les polynômes du second degré. J'espère que la vidéo, encore une fois, t'aura plu. Prends bien le temps de voir et revoir ces notions pour que tu sois sûr d'en avoir manqué aucune. Je te laisse t'abonner et poser un glorieux pouce bleu. En tout cas, moi je te dis à la prochaine. Bye bye.